Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Bribois. Jusqu'à minuit avec du monde ce soir autour de la table de l'after. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Sacha Tavoliri toujours et Jonathan Macardy qui nous rejoint. Jonathan, bonsoir. Salut à tous. Parce que tu parles de tout, mais ce soir on va te rappeler à tes fondamentaux, l'Amérique du Sud, mon petit Jonathan. D'abord on va démarrer par la Belgique et on vous attend au 32-16 si vous êtes supporter du football belge ou brésilien ou argentin, puisqu'on va aussi parler d'âme sud dans quelques instants. Alors oui, non, la Belgique est au mondial. Alors évidemment c'était pas le groupe non plus de ouf, hein. Tu peux nous rappeler les adversaires? Oui, donc il y avait la Bosnie, la Grèce, Gibraltar de mémoire et d'Estonie également. Oui, voilà. Grèce, Donc on est dans quelque chose de très très fort. Hein. Donc, Bosnie qui avait emmené la France dans un dernier match périlleux. Exact. Ce qui caractérise le plus la Belgique, en tout cas selon moi, c'est qu'à un moment donné, on a toujours eu de la chance au niveau des phases de poule, etc. Et même les journalistes en Belgique se disaient que si à l'Euro, par exemple, on avait fait une meilleure performance, on pouvait aller au bout. Parce qu'on avait un très très beau tableau. On a chaque fois, je sais pas, une espèce de don. Ah, mais t'avais pas d'entraîneur, donc c'est dur. Ouais, il n'y avait pas d'entraîneur. Ouais, ça, c'est pas du tout un entraîneur d'ailleurs. Ouais, mais c'était vite. Ça marche bien pour lui en Côte d'Ivoire. Oui, il a redressé. Là, il est très fort, un petit bout de temps, vous apercevoir que c'était une trompette quand même. Hein. Ouais, je pense qu'en Côte d'Ivoire, à mon avis. Ah bah il va vite revenir. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne l'ait pas encore mis dehors. C'est là, des fois. Il est toujours en course pour aller à la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, hein, je vous le rappelle, excusez-moi. Ouais, il a perdu hier, mais il est toujours en course. Quand tu perds à domicile. Alors, t'as un avis sur l'équipe de Belgique? Sur on n'a Martinez. pas le jingle Tavoliri encore, excuse-nous, mais tu peux y aller pour ton avis. On aurait pu te mettre la Brabançonne. Effectivement, donc tu l'as rappelé, on a eu pas mal de bonnes choses concernant la Belgique, première équipe en Europe qualifiée. Mais derrière ça, il y a énormément de choses qu'on ne dit pas sur Roberto Martinez, ou en tout cas qu'on ne dit pas assez, parce qu'on tout simplement les résultats sont là. Mais derrière les résultats, il y a une réalité. Il y a une réalité avec un Roberto Martinez dont il faut rappeler quand même quelques faits d'armes. Hein. Il faut savoir qu'à Everton, il a grandement profité du travail de David Moyes. Ensuite, sportivement, on a très clairement, ça s'est dégradé. À Wigan, pareil. Et en Belgique, on constate que, par exemple, la majorité des buts qui sont inscrits viennent de la droite et de Thomas Meunier. Et là, je regarde Daniel parce qu'évidemment, je sais qu'il l'adore. L'indispensable Thomas Meunier. L'indispensable Thomas Meunier. Et côté gauche, on a toujours ce problème. Et d'ailleurs, il l'avait dit dans la presse, notre ami Roberto Martinez. Le problème, c'est quoi? C'est le problème de latéral gauche. Il avait dit d'ailleurs de source dans Sport World. On arrive avec un joueur qui joue d'habitude ailier, qui est un vrai attaquant et qui arrive au poste de latéral. Et c'est Yannick Ferreira Carrasco. Il a un placement tactique absolument. Ouais. Mais il joue à 5. Parce que tu joues dans un système. Ok. Tu joues dans un système à 3-4-2-1. Donc c'est encore autre chose. Et sur ce système-là, tu demandes effectivement Yannick Ferreira de courir, mais courir où? Partout, poulet sans tête. Donc ça, c'est pas intéressant. Et un piston sur le côté, c'est ça? Exactement. Il a le coffre normalement pour le faire. Le coffre, oui, mais l'intelligence tactique, non. Et c'est bien là le problème. Le problème, c'est que on est à chaque fois en train de trouver et de chercher. C'est parce que vous avez trop de joueurs offensifs dans des registres un peu similaires. Il faut les caser, les gars. Oui, mais là. Mais que t'as pas d'arrière gauche. T'as pas d'arrière gauche. Typique arrière gauche. Effectivement, donc il n'y a pas un arrière gauche. Le dernier, ce serait Jordan Lukaku, effectivement, qui joue du côté de la Lazio, le frère de Romelu, mais c'est une vraie. Pour le moment, il y avait Joris KMB, mais il s'est blessé. Très franchement, il est pas génial pour la revue à la Lazio. Qui? C'est pas extraordinaire. Ah bah non, mais son frère, il a tout pris. Il est vraiment très limité. Non. Mais je te confirme. il faut savoir que, par exemple, ça c'est un aparté, Jordan a été formé ailier gauche, pas du tout arrière gauche. Donc ça, il faut vraiment pas d'arrière gauche en Belgique. Voilà, c'est ça, et ça c'est un grand problème. Donc, et t'as pas un central que tu peux mettre sur le côté là? Ah mais central. Justement, Martinez qui essaye de contenter en fait un petit peu tout le monde. En réalité, essaye donc que tout le monde joue, que les meilleurs joueurs soient là, mais le seul problème, c'est que quand il s'agit de Radja Nainggolan, alors il nous parle de caractère anarchique.
il nous parle, et c'est là que je vais arriver évidemment à mon propos sur Radja, il nous parle d'un joueur qui ne respecterait pas les consignes dans le milieu de terrain et qui en ferait en fait quelqu'un qui apporterait un déséquilibre, mais un déséquilibre qui serait vraiment très préjudiciable au collectif. Le seul problème, c'est quoi ? Le seul problème, c'est que Radja Nainggolan a des problèmes en fait personnels, tout simplement. Il y a de la tension avec Roberto Martinez, et c'est de là que vient le cœur du problème. Il est pas simple, Nainggolan, comme mec. Nainggolan n'accepte pas, en réalité, qu'un mec qui le voit tous les 3 mois lui dise comment il doit jouer. Et ça, c'est la réalité. Le mec aussi va en équipe nationale, il a ce genre de raisonnement-là. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, traditionnellement, en Italie, etc., il est souvent mis en valeur et on n'accepte pas qu'à un moment donné, quelqu'un qui fasse la différence, comme un Radja Nainggolan, n'ait pas à un moment donné un traitement spécial pour jouer, comme l'a eu, par exemple, Yannick Ferreira Carrasco. Et c'est là-dessus, donc, forcément, que l'argument arrive. Après, sportivement... Nainggolan, il y a une question que je me pose, si on peut faire une parenthèse. Oui. A priori, j'aime ce joueur. Et en même temps, qui est considéré comme un des meilleurs milieux en Europe. Je ne sais pas si on met chapeau 1, chapeau 2. C'est le meilleur milieu de la Serie A. Chapeau 2, voire chapeau 3. C'est bien, mais c'est pas non plus, tu vois. Voilà. Ce gars-là a quand même jamais été demandé par des gros clubs. Manchester United, Chelsea. C'était cet été, là, il y a encore une offre. Il y a une offre cet été. Ouais, encore une fois, cet été. Pourquoi il part pas, en fait ? Il part pas parce que tout simplement du côté de la Roma il est bien et il est dans un environnement dans lequel je sais qu'il aime l'environnement, qu'il est à l'aise là-bas, mais voilà. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre avec ce mec-là au niveau de son caractère. Mais il est bizarre et c'est pour ça qu'il ne s'intègre pas comme il le faut, pas dans le groupe, parce que attention, Thibaut Courtois a bien précisé en conférence de presse qu'il n'y avait pas de problème et que justement là-dessus il a mis l'accent sur Martinez. Donc ce sont vraiment des problèmes personnels qui vont en fait à terme un petit peu user le groupe. Mais les vrais soucis, ils sont sportifs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun milieu de terrain titulaire qui joue vers l'avant, ce dont est capable Nainggolan. Bien sûr. Tielemans est sur le banc. Et Dembélé le fait, quoi. Dembélé, c'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Peut-être en sélection. Moi, je le vois souvent pour commenter les matchs du foot anglais. En première ligue. En fait, si tu veux, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Il y a beaucoup trop d'espace. Il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes. Donc, c'est-à-dire que le porteur du ballon. Il y a plein de bons joueurs, mais c'est difficile de faire une vraie équipe. Un bête exemple. Au milieu de terrain, en fait. Un bête exemple. Oui, mais c'est encore l'organisation qui est en jeu. C'est-à-dire que tes créateurs, ils sont sur les côtés. Eden Hazard avec Chelsea. Voilà, prenons un exemple. Eden Hazard avec Chelsea, avec Antonio Conte, il y a 5 joueurs. Dès qu'il arrive, dès qu'il a la possession du ballon et qu'il a le ballon au pied, il y a 5 demandes de tout simplement 5 solutions, 5 appels. En Belgique, il a un seul appel, voire 2 grands maximum, et il doit à chaque fois faire 30 mètres avec le ballon pour avancer. C'est une véritable catastrophe. Et ça, c'est des problèmes qu'on reprochait sous l'époque Marc Wilmots et qui sont aussi parce que là, ce que tu présentes là, j'ai pas l'impression que je vois des choses très différentes de la Belgique qu'on a vu à l'Euro. Mais tu nous fais un tableau cataclysmique. Où il y avait des bons joueurs et qu'on n'arrivait pas à faire jouer. Parce qu'il doit y avoir un autre problème, c'est à partir du moment où Mertens est devenu un 9 à Naples, mais qu'il ne l'est pas avec la sélection, puisque c'est Lukaku. Ça, c'est une vraie question. Donc ça veut dire que même Mertens, il faut le bouger. Mais non, Mertens peut jouer sur un côté, Daniel. Après, Mertens part pas, à mon avis, dans l'esprit de Martinez, un titulaire. Quand Hazard va revenir au top, quand t'as De Bruyne qui joue sur le côté droit et que t'as Lukaku dans l'axe, tu le mets où Mertens. Mais tu n'as pas cette volonté de sens commun. Et puis en même temps, dans ce dispositif-là, c'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que c'est mine de rien, c'est compliqué. Te dire qu'un mec comme Mertens. Et puis il y a cette fameuse histoire de numéro 9 où à un moment donné, Romelu Lukaku est à chaque fois effectivement présent quand il faut marquer, qu'on lui donne un bon ballon, et à chaque fois d'ailleurs sur des centres en général de Thomas Meunier où il est très très performant. Mais il n'y a pas, à un moment donné, on ne joue pas proche de lui. Donc du coup, il se retrouve isolé et le système en fait n'est pas adapté. Parce que t'as Dembélé là qui joue, t'as Fellaini. Il y a Witsel et Defour déjà qui sont pour moi éliminables. Éliminable, Witsel et Defour. Oui, bien sûr, parce que tu as en fait dans ton milieu de terrain. Witsel surtout, il a un peu renoncé avec son choix de carrière. Paradoxalement, en Belgique, il est très très respecté et ce que je viens de dire est quelque chose qui va être repris parce que à un moment donné, on est Belgique nous écoute, messieurs dames. Non, mais on est face à un joueur qui, pour la Belgique, apporte
une espèce de transition entre l'attaque et la défense. C'est un bon joueur en plus. Mais il est lent. Il y a 4 touches de balle avant d'arriver au niveau des créateurs. Est-ce que ça, c'est admissible? Un Rajan N'Golan arrive, une touche de balle, une passe, et on est directement au niveau des ailiers. Et ça, c'est ça qui manque à la Belgique, de la percussion dans l'axe. De fou en 29 ans. Il joue à Burnley, c'est une catastrophe. Il est blessé, il a fallu signer en Chine cet été. Il faut arrêter à un moment donné. Donc, ce que je dis, c'est que. T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Il est cramé 2 fois. Bravo. Et ce que je veux dire, c'est que la Belgique, elle a une équipe, paradoxalement, donc vous en avez parlé, qui peut prôner du football, qui peut, à un moment donné, s'asseoir bas à terre et jouer. Mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est qu'à un moment donné, la Belgique n'a jamais été aussi performante en reconversion offensive. Ce qui veut donc dire qu'on est face à un paradoxe. On a des joueurs qui sont faits pour jouer. J'explique reconversion offensive, ce que ça veut dire en Belge. En Belge. Contre-attaque. Voilà. Tout simplement. Merci. Contre-attaque. Voilà. Tu peux nous faire un lexique, franchement. Là, Attends, contre-attaque, c'est comment? Reconversion offensive. En reconversion offensive. Mais regarde, j'ai Antoine qui me dit, moi, je mettrais Chadli en back gauche. C'est ce qu'on dit, on dit back gauche en fait, chez nous. Voilà, exactement. J'aime bien ces expressions-là. Ah ouais, Et donc les problèmes restent effectivement à tel point qu'à un moment donné, on est en train de se demander est-ce que Roberto Martinez n'a pas tout simplement envie, parce que c'est un hyperactif de nature, de partir en Angleterre, de quitter après la Coupe du Monde. Ah oui, mais il va quand même aller à la Coupe du Monde. Voilà, après la Coupe du Monde, effectivement, de quitter les Diables Rouges. Et alors, on souffle déjà le nom de Michel Prudhomme, qui en fait reprendrait l'équipe à la Coupe du Monde 2018. Et Henri, il dit Thierry, c'est compliqué, c'est-à-dire que Martinez dirige seul, il prend ses décisions seul et il avance et sélectionne en général tout seul. Mais il sert à quoi Thierry là? L'expérience qu'il donne à Michy Batshuayi, avec Christian Benteke à l'entraînement, l'enrichissement personnel que peuvent retirer ces joueurs. Il y a un mec pareil quand même. Non, mais il a accepté aussi. Franchement, mais c'est quand même franchement là, c'est pas pour contredire. Sacha, mais il échange beaucoup Thierry avec Martinez entre les matchs. J'aurais presque envie qu'il ait autre chose, quoi, qu'on le voit vraiment. Mais connaissant le Thierry, du moins la façon dont il voit les choses et tout ça, t'en fais pas qu'il est pas là en se disant je suis numéro 3, je ne sers à rien, je vais juste parler aux attaquants. Il se sent je suis pressé que ce mec-là ait vraiment un club. Moi, est-ce que ça passera ou pas? On sait pas, parce qu'on peut être une légende et puis ne pas passer. Mais en tout cas, ça me permet, juste une parenthèse, parce que je me souviens de ça maintenant là. Est-ce que vous avez vu le documentaire le 25 ans de Première Ligue, où un truc incroyable qui passe sur. Tu discutes avec Roy Keane là? Ouais. Ah oui, je l'ai vu. C'est dément. Ah ouais, tu tombes sur ce truc, t'es scotché. T'es scotché. Je l'ai vu. J'en revenais pas. Moi, j'ai vu. Moi, je sais, si les gens qui nous écoutent n'ont pas SFR Sport, je sais pas sur quoi ils peuvent voir ça, mais c'est unique. Les mecs revisitent les 25 dernières années de la moyenne. T'as Thierry Henry, Roy Keane, Kenny Dalglish avec un présentateur que je ne connais pas. C'est dément. Et Thierry Henry qui parle foot. Mais tu te dis, ce mec-là, et qu'il aille sur un banc, qu'il prenne un club. Après, tu peux très bien être une légende quand t'en parles comme ça. Bien sûr, et puis après, ça passe pas. Mais j'ai envie qu'il tente le coup. Tu vois, façon Zidane, quoi. Mais tiens, oui, mais il est niveau, mais c'est incroyable. J'étais devant ma télé, j'ai été scotché. Je savais pas que ça passait. Je zappe, je tombe dessus. Lui et Roy Keane. D'ailleurs, échange très drôle entre Roy Keane et lui sur les matchs entre Arsenal et Manchester. Oui, les matchs chauds, là. Où les mecs se souviennent de tout à la minute près de ce qui s'était passé. Donc il dit ouais, mais toi, là, à la 12e, t'as fait ça sur Giggs. Et là, tu dis ah, mais toi, t'es allé pécho. Qui mettait des coups de latte à Reyes. C'est un grand joueur, Roy Keane. Ah bah oui, il a pris un coup du c'est le prince de ma ville, de Cork. Ah oui. Tu vois, les footeux sont cons. C'est Jésus-Christ là-bas. Il y a des photos partout de lui. Tu vois, Daniel, les footeux sont cons, mais ils ont une bonne mémoire. Non. Eux, en tout cas, ils ont une sacrée mémoire. Arrêtez de me faire la victime ou quoi là? Mais il y a un paquet de joueurs qui sont très intelligents. Mais si j'ai écouté. Il y a un paquet de joueurs qui sont très intelligents et je suis le premier à le dire. Allez, voilà pour la Belgique. Même ton ami Henriet là, son entourage, il y a plein de mecs qui sont super sympas.
avec qui il m'est arrivé d'échanger après qu'il se soit plaint et qu'il m'ait dit à quel point il n'était pas content de ce que je disais. Mais on pouvait discuter sans problème, vraiment super bien, quoi. Non, ça va. On passe de la Belgique à l'Amérique du Sud. Il faut savoir faire la part des choses, Merci, Daniel. Donc on passe de Bruxelles à Buenos Aires. Jingle McCarthy. Jonathan McCarthy, il va faire la vie tranchée. Tranchée. Elle est belle, hein. Merci Simonet. On l'embrasse, Simonet. C'est la classe. C'est la classe, franchement. Alors, je ne le connaissais pas. Nuit dernière, on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. Qualif sud-américaine. Ouais. Et toi, tu veux nous dire ce soir que les qualifs en Amérique du Sud, c'est une vraie compète. Oui. Tellement une vraie compète que l'Argentine pourrait se retrouver en dehors du mondial, mon petit Jonathan. Écoute, quand je regarde en fait le niveau technique, quand je regarde l'intensité, quand je regarde la compétitivité des qualifications de cette zone-là et que je me fais un petit flashback sur ce que j'ai vu dans la zone euro, je me dis que quand même, c'est une putain de compétition en elle-même, cette qualification AM-Sud. Je m'explique. Alors, à part le Brésil qui roule un peu sur le continent depuis que Tite a pris l'équipe, parce que c'est depuis que Tite a pris l'équipe, ça fait 8 victoires, un rouleau compresseur, un avançant de Cadetro avec Gabriel Jesus, et une sacrée génération. Les autres, sacrée équipe, le Brésil. Tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est-à-dire que là, Non, quand on le regarde Venezuela, ils peuvent pas non plus battre le tout le monde. Venezuela, mon coco, on a été faire match nul au Monumental contre l'Argentine. Pourquoi ? Parce que le Venezuela, c'est une équipe qui est très faible. Pardon, excusez-moi, chef. C'est une équipe qui est très faible. Non, mais j'aime bien parce que l'expression est un peu désuète, mais moi elle me plaît. Bon coco. Bon, t'arrêtes de me couper, merde. C'est une équipe qui est jeune. Ça, c'est Daniel, c'est normal. Avec un entraîneur de manque de qualité respect, et avec une génération de jeunes, et on verra que moi je mets un petit billet sur le Venezuela, que pas pour 2018, mais La pour Vino 2022, Tinto. la Vino Tinto sera candidate pour se qualifier. Donc en fait, toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes, même la Bolivie. C'est pas une équipe qui est formidable, mais quand tu vas à La Paz, Ça on joue, t'embête c'est pas qu'on se compliqué. fasse un point juste avant que tu t'emballes encore un petit peu plus, Ouais. un petit point de le Brésil est qualifié, mais que là, derrière le la Brésil- situation où On est en train de nous vendre le Venezuela, super l'Uruguay, c'est équipe. bon. Brésil qualifié. L'Uruguay, ils sont deuxième. Mathématiquement, c'est pas fait, mais ils jouent contre le Ouais, Venezuela et la ça va Bolivie se après, faire, donc c'est bon, fait. ouais. Et après, on va dire que du troisième, c'est-à-dire la Colombie, jusqu'au septième, qui est le Paraguay, Ah bah attends, eh il y a ben, que ça 3 peut toujours points. se faire. Et il reste combien de matchs? Il reste 2 matchs. 2 matchs. Non, quand mais tu regardes le Colombie calendrier, ça aussi, peut toujours se faire. arrête. Colombie, il il joue- reste quoi comme match mais il joue le Cafeteros, Paraguay là le prochain match, La la Colombie Colombie. joue contre le Paraguay. Le Ouais. Paraguay qui a collé une danse 3-0 au Oui, Chili. non, mais c'est Au Chili. En Colombie pour aller arracher une qualif. Écoute, Jérôme, Non, le les Paraguay, quartiers, ils vont le faire, les le Paraguay Les a été cafés battu de une danse Ouais, les 3-0 quartiers. au Non, Chili, mais au Chili en jouant d'une Oui, manière mais t'as vu le extraordinaire. Chili. Non, mais c'est pas à toi que je vais dire. Tu regardes les matchs aussi, heureusement. Et t'as vu le Chili en ce moment. C'est comme l'Argentine. On peut parler du Chili aussi. Il est prévu d'en parler après, mon Ce coco. que je te dis, Ok, mon coco, vas-y. ce que je te dis, mon petit Jérôme, c'est Oui. que le Paraguay, c'est une équipe qui reste une équipe de qualité avec un entraîneur, le Tiki Arce, qui est un entraîneur. Enfin, je sais pas, tu vois, quand je regarde Oui, mais les c'est en équipes en dessous, Europe, c'est quand même, en dessous. c'est en dessous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. Mais toi, Et c'est quand on regarde, l'Argentine, parce que non, le plus inquiétant, c'est pas l'Argentine. Le plus inquiétant, c'est le Chili. Ah oui. Le plus inquiétant, c'est le Chili, qui sont 6e, qui ne proposent rien, qui ont une génération c'est un peu le crépuscule de cette génération spontanée des Vidal, d'Alexis mais Sanchez, tu des crois pas que Gary Medel dans et cette compagnie. équipe-là, il y en a certains qui piquent vraiment du nez. Tu vois que Vidal soit encore Fin de debout cycle. malgré ses sorties au C'est casino. franchement, moi, Fin de Mais cycle des ou pas mecs comme Isla, Beau Séjour, Même Gary Medel. même Gary Medel qui Ah bah, commence ton Gary sérieusement. Medel, Ouais, C'est le mien, comment c'est le ça mien. va? Non, c'est le mien. Ah, c'est le tien. C'est moi qui C'est vous le l'ai fait sien, connaître, et c'est c'est moi moi- qui ai répandu l'évangile je- Medelisto. C'est le mien. C'est le mien. Je lui avais un peu piqué, mais je dois bien reconnaître qu'il est un peu, Écoute, qu'il est moi, un je peu suis- cuit. Non, Je suis attends, quand un même peu cuit. étonné qu'ils galèrent Quand t'as autant. Beau Là, Séjour, il est en je vacances. les ai revus là, Ouais, sur En Bolivie. Beau ouais, Séjour, en hier Bolivie. soir, il était au salon. Ah, il était horrible. Mais non, mais quand tu regardes l'équipe du Chili en Coupe des Il était dans la Confédérations, chambre. je les ai commentés plus d'une fois. Tu Ils te étaient dis que encore bien. hein. ouais, tu te dis que là ils sont concernés, ils avaient vraiment envie de faire une belle Coupe des Confédérations et là tu les revois là contre la Bolivie. Et Bah, tu te dis, déjà, mais bon, alors il y a 3 choses. La première, c'est que qu'est-ce que ça fout, Il jouait à la base ou moi, pas moi, je suis ça un joue à la base. passionné de Attends, football. il jouait, Je suis Jérôme, désolé. Jérôme. Il y a Eh 3 ouais, choses. mais La toi- première, Juste, c'est qu'on attends, on m'a dit. fais-moi une pause. Donc Jérôme a regardé tous les matchs et au petit-déj, il était encore sur Aurier. Donc le type a dormi 2 heures. Mais nous baratine, écoute. Moi, on m'a dit, Non, Jérôme. non, déjà, non, Moi, Non, moi, mais je le attends. crois, il baratine Non, mais personne. Écoutez, franchement, arrête de me dire On baratine. m'a dit. Non, mais écoute-moi, on m'a dit à la Coupe des Confédérations, Jérôme, t'étais plus en boîte de nuit qu'à regarder les matchs. C'est une Non, rumeur. ne propage pas de fausses idées. Non, c'est pas vrai. Oh. La première chose, Jérôme, c'est que ça se joue à La Paz. Et tu sais que c'est compliqué. Oui, oui, non, mais Je sais pas si t'as déjà joué en très haute Non, non, altitude, j'ai mais pas- ça reste quand même compliqué. Et la deuxième chose, La c'est que. Turbie, attends, C'est vrai. on défonçait tout le monde. Le problème, c'est Moi, que j'ai cette équipe. essayé une fois à altitude. C'est vrai que c'est un truc de malade. hein. Ah ouais, ouais. T'as essayé quoi Mais joue au foot. ouais. Ah oui, jouer au foot. C'était- Ah, mais vous c'est- connaissez c'est la dingue. stratégie du Sud-Américain à La Paz. Le Viagra.
entre autres. Ah mais le Viagra, ça fait pas longtemps que ça existe. Non, mais attendez. Non, mais En fait, ce qui se passe, directement. ce qui se passe, c'est que on va dire dans les 5-6 premières heures en haute altitude, tu ressens pas les effets. Donc, ils arrivent en dernière minute. Ils arrivent, par exemple, le match est à 15h, ils se posent à 10h. Pam, il joue, il se casse. Donc il y a pas, enfin pour atténuer les effets. Et c'est la sélection argentine qui avait testé effectivement le Viagra, qui vraisemblablement est un produit qui te permet, outre le truc classique, de après. Parce que ça augmente dans la pression l'avion, sanguine. les hôtesses. Ah ouais, et là tout le monde y est passé. Hein. Il paraît que c'était L'altitude, il n'y avait pas de problème là pour l'effort physique. un bésodrome. Le truc. Non mais Et écoute, par rapport au Chili, le problème c'est que c'est une génération où c'est vrai qui a eu des beaux succès, qui a vaincu en fait le signe indien de loser en gagnant organiser un match en Copa Bolivie, América nous, avec Sampoli, qui a gagné la Copa América Centenario avec Pizzi. Mais le problème c'est que c'est une génération qui est en fin de parcours. Le but avoué c'était de gagner la Coupe du Monde 2018. Arturo Vidal après la victoire en Copa América Centenario avait posté une petite infographie qui montrait bien que le but du Chili c'était de gagner 2018. Mais le problème c'est des joueurs, ils ont la trentaine, mais le problème c'est surtout que l'entraîneur, qui est un très bon entraîneur, Pizzi, mais il n'a jamais réussi à maîtriser cette sélection. C'est des joueurs qui sont un peu caractériels. Genre Arturo Vidal qui plante sa Ferrari, qui va Galeno tout seul. Non, c'est faux. Mais c'est des joueurs qui sont ensemble. Mais là tu te trompes, c'est des joueurs. Pourquoi ils ont progressé ces joueurs-là? Parce qu'ils sont passés sous Bielsa. Oui, avec Sampaoli et Bielsa avant. Alors Sampaoli qui leur a boité le cul aussi. c'est le Bielsa. Mathias, Voilà, c'est bien. Bielsa, Ouais, tu peux mais je dire m'en pas fous. Bielsa. Bielsa. Mathias est là, il est supporter du Chili, et il vit en France. Mathias. Souvent il est avec nous pour parler du Chili. Salut Mathias. Mathieu Fernandez. Triste. Ça va Mathias? Non, ça va pas du tout là. Ça m'étonne pas. Non, là je suis vraiment très très pessimiste. Je pense que là, la Coupe des Confédérations, on en avait parlé. On se demandait quelle allait être la dernière compétition de cette génération. Et c'est malheureux, mais je pense que c'était la Coupe des Confédérations. Eh oui, je me rappelle. Parce que là, je pense que là, les deux derniers matchs, il y a des signes qui sont absolument terribles. Il y a Alexis, il n'y est pas du tout. Vidal non plus. C'est pas pareil, Mathias, si je peux me permettre. Alexis, t'as l'impression qu'il n'arrive pas à jouer. Et Vidal, il est en train de péter un boulon. Non. Ouais, non, mais Vidal, à la fin de la Coupe des Confédérations, il dit je peux jouer jusqu'à 40 ans. Et là, il dit après le mondial, je me retire, tu vois. Donc, il y a plein de signes comme ça. La main qu'on prend contre la Bolivie, c'est une main, je crois que même en DH, la main, elle n'y est pas, quoi. Tellement Marcelo Diaz, il n'est pas concentré, il fait une main, le gars, il jette, il saute avec les bras en l'air. Donc, évidemment, le ballon tombe sur la main penalty. Voilà, les gars, ils sont pas concentrés, quoi. Je crois qu'ils ont plus la tête dans la sélection. Et pour moi, le grand responsable, c'est Pizzi. Eh oui. Parce que Pizzi, il a joué avec une espèce de 4-3-1-2 avec Vidal numéro 10, mais c'est n'importe quoi. C'était dégueulasse, ouais. Il est perdu, Pizzi, il est perdu dans ses changements, dans ses conférences de presse d'après-match. Il est perdu. Il a Valdivia sur le banc, il ne peut pas jouer. Bon, je pense que là, Valdivia, il peut plus tenir un match entier. Mais au moins la deuxième mi-temps, quoi. Eh ben, même pas. Bon, après, bon, bref, voilà. Et ce qui est miraculeux, c'est qu'on est encore en vie. Et je pense qu'on peut remercier le Venezuela. Au passage, le Venezuela, qui sera une sélection à vraiment surveiller dans les années à venir. Ils ont un gardien qui est fantastique. Ah oui. Le petit Farini, il est fantastique. Il est fantastique. Bref, fermons la parenthèse. Mais là, voilà, je pense que là, mon dernier mot, ce sera merci à cette sélection de nous avoir donné autant de joie durant ces dernières années. Mais là, je pense que là, le vestiaire a dû complètement imploser sur ces derniers matchs-là. Et là, l'Équateur va jouer sa vie. Mais là, si on regarde le Paraguay, le match qu'ils ont fait contre nous, je pense qu'en contre, on peut se faire planter. Et après, on va terminer au Brésil. Mais le Brésil, vu ce qu'on produit, enfin, au Brésil, on peut rien espérer, quoi. Il lâche rien sur tout le Brésil. Si tu gagnes l'Équateur, tu seras au minimum barragiste. Salut Mathias. Ciao, cabro. Salut, bye bye. La logique, je regarde le calendrier. Quel match il reste au Pérou? Parce que le Pérou est encore dans le coin. Le Pérou, ils vont en Argentine. Le Pérou, ils vont en Argentine et terminent en Colombie. Là, c'est règlement de compte. Si les Argentins veulent y aller, il faut qu'ils tapent le Pérou, on est d'accord? Il y a un truc un peu mystique qui va vous plaire, c'est rappelez-vous quand Maradona à la sélection, l'Argentine est en position très compromise. Et c'est contre le Pérou qui se qualifie. C'est contre le Pérou monumental sur un but de Martin Palermo dans les arrêts de jeu. Non, mais avec Maradona qui se jette dans la pluie. L'Argentine-Pérou, c'est surtout une histoire mythique qu'on racontera un jour dans l'After Story. C'est le fameux gardien qui simule la blessure avec la poche de sang et tout là. Ah non, toi tu parles duquel? Moi je parle de la Coupe du Monde 78, moi. Non, moi je parle pas de ça, je te parle d'un match de qualif. Oui, près de 6-1 Pérou où le gardien fait n'importe quoi. Un match de qualif. Il faudra raconter celui-là aussi. Où le gardien qui avait été acheté par les adversaires simule une blessure avec une poche de sang qui est sur lui, puis tu le vois, tu as la gueule ensemble, genre je vais mourir, et puis en fait. Le Pérou, ils font quoi le dernier match? Eh ben, ils vont en Colombie.
Et la Colombie qui n'est pas forcément encore qualifiée. Tes amis péruviens sont péruviens, ils vont le regarder à la télé. On perd les 2 derniers matchs et on aura un classement classique avec Brésil, Uruguay, Colombie, Argentine, Chili. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Bah moi je vais te dire. Ce qui me permet, c'est que tu as un match Argentine, il y a des grands joueurs en Argentine. Et le Brésil-Chili, les Brésiliens, s'ils peuvent se permettre aux Argentins de rester à la maison. Ils lâcheront rien, les Brésiliens. Ils lâcheront rien parce qu'ils sont sur une dynamique de victoire. Et Jérôme, je suis d'accord avec ce que tu me dis. Attends, et Jérôme, j'entends ce que tu me dis, mais par exemple, quand tu vois Argentine-Venezuela, tu te dis pas à domicile au Monumental que c'est sûr que ça va passer. Oui, mais dos au mur. Sauf que ils étaient déjà dos au mur là. Non, là ils vont l'être vraiment. Non, mais là ils vont l'être vraiment. Non, mais là ils vont se réveiller. Tu verras. On en reparlera. J'espère. J'espère, ça fait des piches pour la Coupe du Monde, mais. Comment il pense, lui? Sacha, c'est bouclé déjà. Sacha, c'est bouclé, ouais. Il est qualifié, il peut fracasser le coach. En Océanie, il y aura du monde qui viendra. Alors, tiens, on va conclure. J'ai quelques messages sur YouTube. Alors, on me sort toutes les expressions de foot en Belgique. Brian qui me dit: en Belgique, on ne dit pas la frappe a touché le poteau, on dit la frappe a tapé le piqué. Non, la latte. Tu confirmes? La latte, c'est là-bas. La latte. La latte, oui. Il a frappé la latte. Très bien. En Belgique, nous dit Niklas, on dit monter au jeu. Ça veut dire quoi, monter au jeu? Pardon? Monter au jeu, ça veut dire quoi en Belgique? Une montée au jeu, c'est quand on entre au jeu. On rentre je sais pas moi, t'es remplaçant, tu rentres. Dans le match. Tu rentres dans le match. Monter au jeu. Et il a botté la latte. Il a botté le pénalty. Il a plein de choses botter la latte, tu sais. On avait parlé l'autre fois, botter le pénalty, c'est un truc qu'on ne dit pas en France et qui. Il a tiré le pénalty, quoi. Voilà, c'est ça. Botter. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on le fait plus avec des bottes. Ouais, c'est vrai en même temps. Allez, dans quelques instants, l'after vous êtes story. des coquins, ils aiment les bottes là-bas. Et ensuite le quiz. Et puis on va quand même parler de Patrice Evra parce qu'il a fait parler de lui aujourd'hui ici. Bah si, interview à la Provence. Vous savez, moi, quand je vois Patrice Evra, je repense à Taïwo, j'ai l'impression que c'est Marcelo. Oh. Quoi? J'ai rien compris là. Quand je vois Patrice Evra avec le maillot de l'OM, quand je repense à Taïwo, je me dis que c'était Marcelo en fait. Taïwo. Ah ok, tellement Taïwo était fort. Tellement Evra est nul. Vous êtes d'accord avec moi que c'était pas très clair cette comparaison là. Là t'es fatigué. Evra me fait regretter Jean-Philippe Sabot. Ah d'accord, ok. Vous vous rappelez Jean-Philippe Sabot? Ouais, Jean-Philippe Sabot, voilà, faut y aller. Sabot, il bottait les pénaltys. Sabot, il a piqué la Dardenne surtout. Ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas. C'est vrai que quand tu t'appelles Sabot pour jouer au foot, c'est compliqué. Bon, bref. Mais il était pas mal en fait, Sabot. C'était mieux qu'Evra en tout cas. Oh, t'es méchant là. Toi, on aurait pu jouer avec Jérémy Pied. Toi, t'étais avec Roland dans les couloirs, c'est pas possible. A tout de suite dans l'after. Les gars, si vous voulez rester, vous restez, vous êtes les bienvenus, bien sûr. A tout de suite, t'es obligé de parler mal d'Evra.